Bonjour et bienvenue à la troisième édition de la Conférence nationale virtuelle sur la leucémie. Cette conférence unique en son genre répond aux besoins particuliers de la communauté des personnes touchées par la leucémie et des proches et offre de l'information, des outils et des ressources à jour. La Société de leucémie et lymphome du Canada est fière de présenter la conférence Leucémie myéloïde chronique, options de traitement et comment minimiser les effets secondaires. Dans cette présentation, Dr Vincent Etier, hémato-oncologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le CHU, discutera des options de traitement, y compris des greffes de cellules souches, hématopoïétiques et des moyens de minimiser les effets secondaires de la LMC et de son traitement. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Jennifer Héroux-Bourdua. Je suis responsable des services à la communauté pour l'Est du Québec à la Société de leucémie lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes en grand nombre et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de personnes présentes et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que Dr Etier ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne ou des questions ne portant pas sur le sujet de la présentation. Prochaine diapo. Alors que nous nous connectons virtuellement aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à l'importance de notre présence sur ces terres et à notre responsabilité commune d'en prendre soin. Nous rendons hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour les liens profonds qui les unissent à ces terres et pour leur contribution constante à nos communautés. Bien que nous venions de territoires différents, nous vous encourageons tous et toutes à prendre un moment pour réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez et à notre responsabilité commune de nous engager dans le processus de réconciliation en cours. À la SLLC, la diversité, l'équité, l'inclusion, l'appartenance et la promotion de l'équité en matière de santé guident nos efforts pour soutenir les membres de la communauté des personnes touchées par un cancer du sang. Prochaine diapo. Vous êtes à la recherche de programmes ou de ressources spécifiques, mais vous ne savez pas où les trouver. Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez communiquer avec nos responsables des services à la communauté pour recevoir une aide personnalisée et vous mettre en contact avec les ressources de votre région. Nous pouvons vous écouter attentivement et avec compassion et vous orienter vers des informations spécifiques à votre type de cancer du sang ou à votre traitement. Vous aider à vous organiser pour gérer et prendre en charge vos soins et à identifier les services qui vous seraient bénéfiques. Communiquez avec nous en composant le numéro sans frais 1-833-222-4884 ou visitez cancerdusang.ca pour trouver la personne responsable des services à la communauté de votre région. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns de nos services et qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo. Nous savons que l'annonce du diagnostic d'une leucémie myéloïde chronique peut être bouleversante, perturbante et difficile à comprendre. Mais vous n'êtes pas seul. La communauté des cancers du sang est là pour vous aider et à toutes les étapes de l'expérience du cancer. Prochaine diapo. Nous vous invitons à visiter notre site Internet cancerdusang.ca. Notre objectif est de mieux servir la communauté et d'offrir une expérience améliorée. Prochaine diapo. Sur notre site Internet, vous trouverez de l'information et des ressources sur mesure de différents formats multimédia pour répondre à la diversité des besoins et des préférences, y compris ceux spécifiques à la LMC. Cela comprend des feuillets informatifs et des brochures, comme celles que vous voyez sur votre écran. De plus, nous avons une chaîne de balados intitulée Parlons des cancers du sang. Vous y trouverez des centaines de balados destinés aux personnes touchées par le cancer du sang et aux proches. Vous entendrez des spécialistes parler de sujets d'intérêt tels que les traitements, le diagnostic et la recherche. De plus, vous pouvez écouter des témoignages de personnes touchées par un cancer du sang. Prochaine diapo. Également disponible sur notre site Internet, des vidéos animées pour comprendre les options de traitement, les effets secondaires et les gènes dans la LMC. Visitez cancerdusang.ca pour lire, écouter et regarder toutes ces excellentes ressources. Prochaine diapo. En octobre, nous avons lancé l'étude sur les conséquences des déplacements nécessaires pour recevoir des traitements contre le cancer. Les données recueillies seront présentées aux décideurs et alimenteront les discussions sur un éventuel remboursement des traitements.
L'objectif est la prise en compte du concept d'équité dans l'évaluation des effets des déplacements par les comités qui décident du remboursement des médicaments. Le sondage vise à évaluer divers facteurs en lien avec l'expérience des personnes touchées par un cancer et des déterminants sociaux de leur santé. Nous vous invitons à remplir le sondage en utilisant le code QR que vous voyez à l'écran. Vous recevrez également le lien direct vers le sondage dans un courriel de suivi 24 heures après cette présentation. Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce sondage important. Prochaine diapo. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, Dr Vincent Etier. Dr Etier est hémato-oncologue au CHU et professeur adjoint à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke depuis 2017. Il est directeur du programme de résidence en hématologie de l'Université de Sherbrooke et membre du groupe québécois de recherche en leucémie myéloïde chronique et en néoplasie myéloproliférative, NMP. Il a fait sa résidence en hématologie et en oncologie médicale à l'Université de Sherbrooke et son fellowship en hématologie de laboratoire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en 2016. Il a des intérêts en néoplasie myéloproliférative et en pédagogie médicale. Merci d'être avec nous, Dr. Etier. Bonne présentation. Bien, merci beaucoup pour l'introduction. Ça me fait plaisir de vous présenter sur le sujet. Puis merci beaucoup aussi à la Société Leucémie Lymphome du Canada pour rendre ça possible. Je pense que c'est très important. Donc, en fait, on va parler de différentes choses. Je vais faire une brève introduction sur des notions de base, puis sur ce qu'est la LMC, puis les principaux signes et symptômes, sur les différentes phases de la maladie. Puis je vais quand même passer un petit peu plus de temps sur comment on suit les traitements, parce qu'en LMC, c'est particulièrement important. Puis il y a beaucoup de développement dans les différents types de traitements qui sont disponibles aussi. Donc, on va passer du temps sur les traitements, les effets secondaires et leur gestion, qui est quand même un aspect qui est devenu particulièrement important en LMC. Donc, quelques petites notions de base sur les cellules du sang. Donc, dans la circulation, on a des globules blancs qui servent à nous défendre contre les infections, les globules rouges qui transportent l'oxygène et les plaquettes qui aident à la coagulation du sang. Puis, on a le plasma qui est le liquide, finalement, qui est composé d'eau, puis aussi de vitamines, minéraux, etc. Donc, ici, on s'intéresse aux globules blancs, dont il y a plusieurs types. Puis les globules blancs, en fait, ils sont formés dans la moelle osseuse. On dit souvent que c'est l'usine de sang, c'est là qu'elles sont produites. Mais les globules blancs vont circuler, entre autres dans les ganglions lymphatiques, qui sont un peu comme des stations de garde ou des postes de guet qu'on a dans le corps pour nous défendre, non seulement contre les infections, mais également contre les cancers. Puis dans les organes du système immunitaire qui sont importants, surtout quand on parle de leucémie, puis particulièrement de la leucémie myéloïde chronique, il y a la rate. Donc la rate, vous le voyez sur le schéma, c'est un organe qui est situé du côté gauche, qui est un peu comme un filtre du sang, mais dans certaines maladies, dont la LMC, la rate va être un endroit où les cellules du sang vont se retrouver être produites en quantité importante. La rate peut grossir puis être à l'origine de plusieurs symptômes de la maladie. Donc, la leucémie, c'est un cancer. C'est un cancer à la fois de la moelle osseuse et du sang. Mais par rapport au lymphome, où on dit que c'est des cancers des ganglions, ben, les leucémies vont toucher des cellules qui normalement circulent dans le sang. C'est vraiment ça la différence entre les deux termes. Puis en 2024, on estimait qu'il y a plus que 47 000 personnes au Canada qui vivent avec leucémie, avec la leucémie ou qui sont en rémission de celle-ci, en fait. Puis quand on regarde les différents types de leucémie, ici, ce que vous voyez, c'est l'incidence. Donc ça, c'est le nombre de personnes dans une année qui vont avoir un diagnostic. Vous voyez que la leucémie myéloïde chronique, ce n'est pas une maladie qui est fréquente en termes d'incidence quand on compare aux autres. Par contre, on parle en fait là, par 100 000 personnes, c'est à peu près 1 à 2 cas par année ce que ça représente là, dans la littérature. Mais c'est des gens qui ont les gens qui sont atteints d'LMC avec les traitements qu'on a aujourd'hui ont une espérance de vie normale, ce qui fait que quand on regarde la quantité de gens qui vivent avec le diagnostic, ben, il y en a beaucoup. Puis quand on regarde l'incidence selon l'âge moyen au diagnostic, c'est à peu près 60 ans, un peu moins dans les études cliniques. Mais c'est quand même une maladie qui peut toucher les jeunes aussi. Donc, c'est important, des fois, on se pose la question sur qu'est-ce qui cause la maladie, puis bon, la réponse courte, c'est on ne sait pas, malheureusement, mais on ne naît pas avec cette maladie-là. Ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est important de le souligner, parce qu'on va beaucoup parler en leucémie myéloïde chronique. Pour faire le diagnostic, on utilise des tests entre guillemets génétiques. C'est des anomalies génétiques, mais ce n'est pas des anomalies avec lesquelles on est né. Ce sont des anomalies acquises, c'est-à-dire que ça arrive parce qu'à un moment donné, il y a une cellule dans la moelle osseuse les cellules se divisent en permanence, a une erreur dans sa programmation, puis a créé une cellule qui se divise sans cesse, qui est incontrôlable. C'est le principe des cancers, en fait. Puis le résultat de la croissance incontrôlée des cellules, bien, dépendant du type de cellule qui est touchée,
ça va faire différentes maladies. Puis quand ça touche les cellules myéloïdes, dans ce contexte-ci, on parle de la leucémie myéloïde chronique. Je passe brièvement là-dessus. C'est juste pour illustrer la notion de comment ça se passe dans le sang et dans la moelle osseuse. On a les cellules souches, les fameuses cellules souches qui sont celles qu'on va utiliser quand on parle de greffe. La cellule souche hématopoïétique va donner naissance à différents types de cellules. On va différencier, nous, les cellules myéloïdes ou lymphoïdes. C'est différents types de globules blancs, en fait, notamment. Mais dans les myéloïdes, il y a tout ce qui va donner les globules rouges, qu'est-ce qui va donner les plaquettes. Puis, qu'est-ce qui va donner un type de globule blanc qu'on appelle les granulocytes? C'est ceux qui sont touchés, là, donc c'est la quatrième cellule là, quand on regarde l'embranchement de gauche. C'est cette cellule-là qui va être touchée dans la leucémie myéloïde chronique. Mais en fait, on pense que le problème arrive beaucoup plus tôt que ça dans une cellule souche et qui va causer la maladie. Les facteurs de risque, en fait, il n'y en a pas tant que ça, mais les facteurs de risque principaux pour la leucémie myéloïde chronique, c'est, bon, il y a le sexe, en fait, ce n'est pas tant un facteur de risque qu'une association. La LMC touche plus d'hommes que de femmes statistiquement, puis l'âge, comme on a montré tantôt, l'incidence augmente avec l'âge, donc plus on est âgé, plus on a de chances d'être touché par la maladie. Il y a quand même d'autres facteurs de risque, mais je dirais mineurs, là, qui ressortent, comme beaucoup d'autres cancers, comme l'exposition au rayonnement. Donc, les gens qui ont eu des très fortes doses on pense entre autres à des gens qui ont été des survivants des bombes atomiques ou des choses comme ça, des accidents nucléaires, ou par exemple des gens qui ont de fortes doses de radiation dans le cadre d'un traitement de radiothérapie reçu pour d'autres formes de cancer, comme un lymphome. La leucémie myéloïde chronique a la particularité d'être causée, on connaît vraiment le gène ou l'anomalie qui est à l'origine de la maladie. On parle d'un gène de fusion qui s'appelle BCR-ABL. Donc, dans le corps, toutes nos cellules ont 26 paires de chromosomes. Et dans la j'ai dit 26, mon Dieu, 23 paires de chromosomes. Et la LMC est causée par une translocation, donc entre le chromosome 9 et le chromosome 22. C'est-à-dire qu'il y a un des chromosomes, je vais mettre la prochaine diapo parce que ça l'illustre mieux. Et vous avez donc le chromosome 9 qui est en rouge, puis le chromosome 22 qui est en gris. Donc, il y a un bris qui se fait. Donc, il y a une portion finalement du chromosome 9 qui se retrouve, donc c'est ce qui est en rouge là, dans l'encadré en blanc, qui se retrouve juxtaposé finalement au chromosome 22. C'est ce qu'on appelle le chromosome de Philadelphie. C'est une anomalie qu'on est capable de voir au microscope là, quand on regarde les chromosomes qui contiennent le matériel génétique des cellules. Donc, puis ça, c'est juste pour l'illustrer de façon encore plus détaillée parce qu'on est capable maintenant, au niveau moléculaire, dépendant où la cassure se fait dans les chromosomes, on est capable d'identifier cette cassure-là. Puis c'est important de le savoir, c'est où que le bris s'est fait, parce que c'est comme ça qu'on va être capable de suivre de façon très, très précise au niveau moléculaire la maladie. Si on ne connaît pas l'endroit dans le chromosome ou dans les gènes où s'est fait le bris, ça peut être plus difficile de suivre la maladie. Donc, c'est vraiment des tests très, très, très poussés qui nous permettent d'être très précis dans la quantité de maladie qui est présente chez un patient. Donc, la leucémie myéloïde chronique est une maladie à évolution lente. Donc, ce n'est pas une maladie qui arrive rapidement, contrairement aux leucémies aiguës qui souvent vont se diagnostiquer à l'intérieur de quelques semaines. C'est des symptômes aussi qui sont non spécifiques, qui peuvent faire en sorte que ça prend du temps avant qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça peut commencer avec une fatigue, une faiblesse, on se sent un petit peu plus essoufflé, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, les symptômes comme la fièvre, les douleurs osseuses, on les voit aussi, mais ça arrive sur le tard. Souvent, il y a quelque chose qui s'est installé depuis une plus longue période de temps auparavant. Il peut y avoir une perte de poids inexpliquée. Puis souvent, les douleurs osseuses vont se manifester, entre autres au niveau des côtes. Et qu'est-ce qui peut faire une douleur au niveau des côtes également? Mais ce n'est pas tant au niveau des côtes, là, mais c'est plus au niveau du cadran supérieur gauche du ventre, c'est la rate. Donc, si la rate se met à grossir, ça peut faire un inconfort. Puis ce qu'on va voir aussi des fois, c'est une sensation de trop plein ou d'être plein trop rapidement quand on mange, parce que la rate étant du côté gauche, elle peut faire une pression sur l'estomac. Puis il y a les sueurs nocturnes, qui est un symptôme classique aussi, mais qui n'est pas nécessairement si souvent que ça présent quand on fait le diagnostic. Donc, le diagnostic de la LMC, il est assez simple à faire parce qu'il se fait sur une prise de sang. Donc, un des bilans, une des prises de sang qui est faite très fréquemment, de routine, par des médecins de famille, puis dans plein d'autres contextes, c'est ce qu'on appelle la formule sanguine complète ou la FSC. Une formule sanguine, ce que c'est en gros, c'est que ça nous donne de l'information sur les globules rouges, les globules blancs, puis les plaquettes. Puis dans la leucémie myéloïde chronique, ce n'est pas subtil parce que par le temps que la maladie s'installe, on voit tout de suite que les gens ont un taux de globules blancs
franchement augmenté. Puis quand on regarde le sang au microscope, c'est ce qu'on appelle le frottis sanguin, ben, on voit qu'il y a non seulement des globules blancs, mais il y a des globules blancs qu'on ne devrait pas retrouver dans le sang, plus jeunes. Ceux qu'on voit dans la moelle osseuse, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est l'usine de sang. Donc, normalement, on ne les voit pas dans le sang. Quand on les voit, c'est suspect. C'est assez évident pour nous que c'est ça. Donc, ce n'est pas très difficile de faire le diagnostic. Mais pour le confirmer, puis pour avoir plus de détails aussi sur le risque de la maladie, pour essayer d'être un petit peu plus précis, on va réaliser, dans la plupart des cas, une ponction et une biopsie de la moelle osseuse. Et là, donc, sur les cellules anormales, on va faire différents types d'analyses, des analyses cytogénétiques. J'ai parlé des chromosomes tantôt, donc on va analyser le nombre de chromosomes, mais surtout leur structure. Ça se fait au microscope avec des microscopes spéciaux, puis on est vraiment capable de voir que, OK, ben, les 23 paires de chromosomes d'une personne normale, c'est ça. Là, on voit clairement qu'il y en a un qui n'est pas normal. Et il y a aussi d'autres techniques. Il y en a une qu'on appelle le FISH, où en gros, ça c'est encore plus sensible. On est capable d'utiliser une sonde, donc du matériel génétique qui va nous permettre d'aller isoler le résultat de la fusion, donc la fusion du chromosome 9 et du chromosome 22. On est vraiment capable d'aller isoler ça de façon plus précise. Puis je vous ai montré très, très brièvement tantôt un diagramme un peu compliqué, mais qui montre que la coupure se fait à un endroit très, très précis de l'ADN. Ben, on est capable, au niveau moléculaire, de faire un test qui va nous permettre d'identifier cette cassure-là. C'est maintenant, en fait, le test qui est le plus souvent fait. C'est ce qu'on appelle un PCR, autant pour le diagnostic que pour le suivi de la maladie. La leucémie myéloïde chronique est une maladie qui a différentes phases. La grosse majorité des gens vont avoir un diagnostic en phase chronique, mais il y a deux autres phases qui ont des comportements plus agressifs, qu'on appelle la phase accélérée, qui est comme une transition, puis la phase blastique, qui est l'équivalent d'une leucémie aiguë. Donc, dans la phase chronique, en fait, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les symptômes peuvent être subtils. Des fois, les gens n'auront pas de symptômes. On peut attraper la maladie assez tôt, où la rate n'est pas nécessairement plus grosse, puis où, juste par hasard, sur une prise de sang, on voit qu'il y a clairement trop de globules blancs. Donc, habituellement, les gens qui sont en phase chronique vont bien répondre au traitement standard dont on va discuter, mais c'est une maladie qui, sur des mois, des années, peut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus grave, une leucémie aiguë, si ce n'est pas traité. Donc, la phase accélérée, on la distingue, nous, parce que souvent, les gens vont avoir des globules blancs plus élevés, puis des sortes de globules blancs bien, bien précises, comme des basophiles en quantité plus augmentée aussi. Puis les gens, la leucémie myéloïde chronique, même si on a parlé tantôt de la cellule souche qui va donner naissance à différents types de cellules, on peut constater une augmentation des autres types de cellules, dont les plaquettes dans le sang aussi. La rate, qui est souvent augmentée même en phase chronique, mais va l'être encore plus fréquemment en phase accélérée. Les gens vont développer une anémie parce qu'en gros, il y a trop de cellules anormales qui prolifèrent dans la moelle osseuse. Et comme toutes les cellules du sang viennent de là, à un moment donné, il n'y a plus assez de place pour les autres cellules, dont les globules rouges. C'est pour ça que ce qu'on appelle une anémie, donc une diminution du nombre de globules rouges. Et c'est beaucoup ce qui peut faire la fatigue dans les symptômes aussi. Et souvent, il va y avoir d'autres anomalies dans les gènes chez les gens qui vont développer une phase accélérée. Puis cette phase-là de la maladie, qui est heureusement pas fréquente maintenant de nos jours, peut évoluer vers une phase blastique qui est en fait une leucémie aiguë. Donc, c'est les mêmes choses qui se passent, mais l'anémie ou la baisse des globules rouges est plus importante. Toutes les cellules dont les plaquettes peuvent se mettre à baisser. Et là, bon, c'est une maladie plus grave qui a besoin d'être traitée par chimiothérapie. C'est toute une autre paire de manches. On ne parlera pas beaucoup de cette phase-là aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment une leucémie aiguë. Et les symptômes dans la phase blastique vont être beaucoup plus rapides en termes d'installation, puis beaucoup moins subtils. Là, souvent, il va y avoir de la fièvre, de la fatigue, une grosse, grosse, grosse fatigue qui s'installe assez rapidement. La perte de poids est plus importante aussi. Puis, il y a des symptômes qu'on voit plus à ce moment-là, comme les infections ou les saignements, parce que là, la maladie est tellement en phase rapide que toutes les bonnes cellules du corps se mettent à diminuer. C'est ce qui fait qu'on a plus de symptômes. Donc, pour la leucémie myéloïde chronique, il y a différents facteurs qu'on appelle pronostics. Quand on dit pronostic, c'est vraiment des facteurs qui nous permettent de dire si une personne est à plus ou moins grand risque de mal évoluer. Mal évoluer, ce que ça veut dire, c'est par exemple évoluer vers une leucémie aiguë ou même décéder de la maladie. Donc, on sait que le risque que ça arrive, ça corrèle à certaines choses. Par exemple, on a parlé déjà des phases plus agressives de la maladie. Il y a l'âge.
Bon, c'est sûr que l'âge, comme on a dit tantôt, plus on est âgé, plus on a des risques de développer la maladie. Mais il y a probablement aussi, plus la maladie se déclare à un âge avancé, ça peut moins bien évoluer, quoique ce n'est pas nécessairement vrai avec les traitements qu'on a aujourd'hui. La taille de la rate est un facteur pronostic, c'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça a de chances de mener vers une évolution défavorable. Il y a d'autres choses, donc le nombre de plaquettes dans le sang, quand c'est élevé ou quand c'est très bas, ça peut être moins bon. La quantité de blastes. Les blastes, ce sont les cellules les plus jeunes, les globules blancs les plus jeunes. C'est ce qu'on voit chez les gens qui ont une leucémie aiguë. On n'en voit pas beaucoup dans le sang quand on fait un diagnostic de leucémie myéloïde chronique, mais plus il y en a, moins c'est bon. Puis il y a d'autres types de globules blancs dont le nombre va influencer la survie. Puis j'ai mis, pour illustrer ça, c'est bien compliqué, là, mais en clinique, ce qu'on utilise, on a toutes sortes de scores. C'est un calcul évidemment, ça prend, il y a des applications pour ça, là, ça ne se fait pas à la main, mais on utilise des facteurs de base. Donc, selon l'âge, la taille de la rate, et ça, la taille de la rate, là, c'est très, très, ça se fait à l'examen physique. On examine les patients, on est capable, à la palpation, d'estimer la taille de la rate, puis le pourcentage de certaines cellules dans le sang. Puis là, cette formule-là nous permet de séparer trois catégories. Donc, on peut, au diagnostic, dire cette personne-là est à risque faible, intermédiaire ou élevé d'avoir un événement grave ou de décéder de sa maladie sur un horizon de 8 ans. Vous voyez là que le graphique, là, c'est un peu dur à voir, mais les courbes sont très, très basses là, parce que les chances que quelqu'un meure ou ait une évolution défavorable de sa maladie demeurent très faibles. Même chez quelqu'un qui est à risque élevé, ça reste que 90% des gens vont bien là, sur plusieurs années. Mais ça nous permet quand même de diviser les différentes présentations de la maladie en trois catégories qui vont influencer le type de traitement aussi. Donc, en fait, le plan de traitement va dépendre des résultats de tous les tests, de l'âge du patient puis des facteurs de risque, comme je viens de le mentionner, et aussi de la phase, parce que c'est sûr que quelqu'un qui se présente en phase blastique, c'est une leucémie aiguë. C'est un traitement qui est complètement différent. Donc, les gens, puis c'est la grosse majorité, donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer, les personnes qui sont atteintes de leucémie myéloïde chronique en phase chronique, l'objectif, ben, c'est de ramener les globules blancs à des niveaux normaux. C'est de faire une formule sanguine. Les globules blancs sont complètement normaux. On veut tuer, on veut éliminer toutes les cellules dans le sang qui ont ce fameux gène anormal, cette fameuse anomalie-là, le BCR-ABL. On a parlé tantôt du chromosome de Philadelphie. Le BCR-ABL, c'est le nom, si vous voulez, de la protéine du gène anormal. Puis, un des objectifs qu'on voit dans les dernières années, c'est ce qu'on appelle la rémission sans traitement. On se rend compte qu'il y a un pourcentage non négligeable de gens qui peuvent, à long terme, probablement ne plus prendre leur traitement et demeurer en rémission. Et pour les personnes qui ont des phases plus agressives de la maladie, ben, le but du traitement reste quand même le même. On veut surtout ramener les gens à une phase plus tranquille ou chronique. Donc, il y a différentes options de traitement. Je vais parler très peu de certaines d'entre elles, très, très brièvement de l'hydroxyurée. Je vais très, très peu parler de la greffe de cellules souches parce que ce n'est plus quelque chose qui est fait ou très rarement pour la leucémie myéloïde chronique. C'est fait encore, mais c'est très rare. Très brièvement aussi de la chimiothérapie. Là, c'est vraiment les inhibiteurs de la tyrosine kinase qui vont être le sujet principal de la présentation. Et là, quand on parle de traitement, évidemment, l'objectif, c'est de se débarrasser des globules blancs normaux, puis de faire que les symptômes disparaissent. C'est ce qu'on appelle la réponse hématologique. Donc, on donne un traitement. Au suivi, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben, on revoit les gens qui sont atteints de la maladie. On s'attend à ce que la rate ne soit plus grosse, qu'elle ait plus de symptômes, que le poids réaugmente et surtout aussi à la prise de sang, qu'on voit que tous les globules sont revenus à des niveaux auxquels on s'attend. Il y a la réponse cytogénétique. Donc là, on va aller regarder les chromosomes. Si on faisait un examen des chromosomes, on voudrait s'assurer qu'il n'y ait plus ce chromosome-là anormal, la translocation 922. Et on est capable, avec les tests plus poussés, dont j'ai déjà parlé, de déterminer la réponse moléculaire, donc à des niveaux très, très précis, d'évaluer la diminution ou à quel point ou à quel pourcentage de la maladie on est capable de détecter dans le sang. La réponse hématologique, ça se fait en voyant donc le malade. Donc, on voit la personne, on évalue la taille de la rate, on veut que la rate soit normale, on veut que les symptômes disparaissent, puis on veut aussi que tous les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes soient revenus à des niveaux qui sont normaux.
Ça, c'est souvent possible à atteindre en 3 mois, puis je dirais même moins que ça, là. Dans les premiers mois de traitement, on atteint la réponse hématologique. La réponse cytogénétique, comme je disais tantôt, c'est qu'on ne veut plus être capable de détecter le chromosome anormal dans le sang en regardant ça au microscope. Puis là, il y a différents types de réponses, une réponse complète, partielle, mineure. Donc, il y a différentes catégories qui existent. Puis, il y a la réponse moléculaire, c'est ce qu'on utilise le plus. Donc, c'est un test très, très précis qu'on appelle le PCR quantitatif. Ça donne un résultat qui est littéralement, c'est vraiment à des niveaux très, très infimes, la quantité de maladies qu'on est capable de détecter dans le corps. Et il y a une échelle internationale qui existe, qui est logarithmique, mais en gros, c'est des pourcentages que ça nous donne. Et là, il y a différents types de définitions de réponses. Puis là, c'est très, très bien balisé. Les études nous ont montré qu'on a des cibles à atteindre. On sait qu'à 18 mois, par exemple, on veut atteindre ce qu'on appelle une réponse moléculaire majeure. Donc, sur le test moléculaire, on a une échelle en pourcentage qu'on appelle l'échelle internationale. Donc, on veut atteindre en bas de 0,1%. Mais il y a d'autres objectifs. Donc, ça, c'est à 1 an et demi. Mais après 1 an de traitement, on sait qu'idéalement, il faut être en bas de 1%. À 3 mois, on a une cible aussi. Donc, c'est très, très, très bien balisé. Puis, ça guide les traitements de façon très précise. J'ai mis ce schéma-là juste pour vous illustrer. Ce que vous voyez en rouge, là, c'est en anglais. Là. Je suis désolé de ça, mais je trouvais que de façon très graphique, ça illustre bien l'ensemble des informations que je viens de dire. Vous voyez les fameux pourcentages de la réponse moléculaire, que je disais, c'est ce que vous voyez à gauche. On part de 100%, puis on descend à des niveaux très, très, très bas. Puis là, ce que le triangle rouge indique, c'est vraiment la quantité de leucémie, de maladies finalement qu'il y a dans le corps. On voit que ça atteint des niveaux très, très, très infimes. Puis ce que vous voyez, donc le premier triangle bleu, c'est la formule sanguine complète. Donc, on voit que très, très rapidement, la formule sanguine complète, le nombre de globules dans le sang quand on fait une prise de sang sont normaux. Mais avec nos méthodes de laboratoire qui sont maintenant très, très, très précises, on est quand même capable de détecter la maladie à des niveaux qui sont bien en deçà de ce qu'une prise de sang normale peut nous permettre de détecter. Puis même bien en deçà de ce que les chromosomes peuvent nous montrer, on est encore capable de détecter la maladie. Puis pourquoi ces tests précis-là existent? Ben, c'est parce qu'on sait que plus la maladie elle est indétectable, ben, mieux ça a des chances, mieux ça va aller finalement. Puis plus on a de chances d'avoir de succès si jamais on tente, par exemple, d'arrêter un traitement. Ça, on va en reparler un petit peu plus loin. On sait que, par exemple, il y a tellement eu de développement là-dedans qu'il y a beaucoup eu une tendance dans les différentes personnes et les médecins qui sont impliqués dans le traitement de la LMC on dirait que le fait d'avoir des chiffres comme ça nous donne une cible. On veut tous être le plus bas possible. Faut quand même, les tests sont rendus tellement précis qu'il faut quand même garder en tête que même en bas de 1%, les chances que quelqu'un ait une évolution défavorable de sa maladie sont minimes. Les études nous montrent que quand on est en bas de 1%, ça va bien dans la quasi-totalité des cas. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel. On veut toujours faire le mieux possible, mais dans la grosse majorité des cas, même quand la maladie est détectable, l'évolution, elle est très favorable. Donc, ces tests-là, ils sont faits au diagnostic, puis on les fait aux 3 mois. Puis ça peut s'espacer dans le temps parce que quand la maladie devient indétectable, on peut les espacer davantage aux 6 mois, entre autres après 2 ans. Et la plupart des tests ou des suivis sont faits sur la formule sanguine, sur des prises de sang normales, en fait. Donc, une biopsie de moelle osseuse, ça peut être fait dans certains cas chez des gens qui vont développer une résistance au traitement, mais on n'en refait pas au suivi. Là, le suivi se fait vraiment avec des prises de sang. Donc, dans les différents types de traitements, quelqu'un qui a un diagnostic de leucémie myéloïde chronique, souvent va se voir prescrire initialement un médicament qu'on appelle l'hydroxyurée ou l'hydréa. C'est un très vieux médicament, l'hydréa. C'est un peu un dérivé de chimiothérapie sans être vraiment une chimiothérapie parce qu'il y a des gens qui prennent ça pour plein d'autres raisons, mais c'est un médicament qui va freiner la production des cellules qui sont en quantité trop importante dans le sang. Ça va diminuer la production des cellules du sang. C'est très efficace pour assez rapidement diminuer la quantité de globules blancs qu'il y a dans le sang. Ce n'est pas du tout nécessaire d'utiliser ça, mais ça va être utilisé parfois chez des gens qui, quand on fait le diagnostic, sont très, très inconfortables, ont des taux de globules blancs très, très, très élevés. Ça peut être vraiment impressionnant des fois, puis ils peuvent avoir des symptômes de ça. C'est comme si ça rendait le sang trop épais, entre guillemets, là. Ou les gens qui ont une rate qui est très, très inconfortable. Avant qu'on puisse débuter nos traitements plus spécifiques, parce qu'il y a des étapes à ça,
Puis c'est des médicaments qui sont dispendieux, pour lesquels il faut faire des demandes d'autorisation, il y a des délais. Donc, parfois, on va utiliser l'hydréa en attendant. Mais ce n'est pas un traitement qui est nécessaire, c'est très, très non spécifique. C'est quelque chose qu'on utilisait avant d'avoir les traitements ciblés, donc avant les années 2000 surtout. C'est un médicament qui est super bien toléré, mais il faut quand même faire attention chez, par exemple, des jeunes patients qui auraient ce diagnostic-là, parce que c'est un médicament qui est tératogène, entre autres. Donc, il faut penser, là, si c'est pour la fertilité, ça peut créer des enjeux. Il y a un autre médicament dont je vais très peu parler, c'est plus historique que d'autres choses, c'est l'interféron. L'interféron, c'est une substance que le corps produit naturellement. Euh, le système immunitaire l'utilise. C'est ce qui fait, entre autres, que, par exemple, quand on a une grippe, on ne se sent pas bien, on a des courbatures, des douleurs musculaires. L'interféron est une substance qui va être utile pour le système immunitaire pour combattre, par exemple, un virus, mais qui peut donner ces symptômes-là. Et donc, ce médicament-là, ça se produit en laboratoire, ça s'administre en injection aussi, et c'est efficace pour traiter plusieurs maladies, dont la leucémie myéloïde chronique. Mais ce n'est pas si bien toléré, justement, ça peut faire des symptômes comme des douleurs musculaires et toutes ces choses-là. Bon, donc, c'est pas pratique, c'est en injection, donc c'est sûr, mais c'est quelque chose avant que les médicaments ciblés existent, qui était le traitement de choix pour la leucémie myéloïde chronique. C'est encore un traitement qui, dans certains cas, donc c'est indiqué sur la diapo ici, pour les femmes enceintes, c'est un des rares traitements qu'on sait que c'est sécuritaire et qu'il n'y a pas d'impact. Mais encore là, souvent, on va utiliser on a des alternatives. Parce que, comme je disais, c'est un médicament qui fait des symptômes pseudo-grippaux, douleurs musculaires, fatigue, problèmes de concentration, etc. Mais j'en parle pas plus que ça parce que le gros du traitement de la leucémie myéloïde chronique se fait avec des pilules en comprimé par voie orale. Ça a des avantages, évidemment, ça a énormément d'avantages, mais il y a quand même un élément important, c'est ce qu'on appelle l'adhésion au traitement ou la compliance. Ça arrive, puis statistiquement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont oublier les traitements de temps en temps. Je veux dire, on est tous comme ça, moi y compris. Là, je veux dire, prendre des pilules, c'est facile à oublier, mais c'est sûr que plus on en oublie, ben, plus ça diminue l'efficacité d'un traitement. C'est pratique, les pilules, mais il faut les prendre. Le principe d'un traitement ciblé, c'est que moi, j'utilise beaucoup l'analogie d'une serrure puis d'une clé. Donc, les cellules cancéreuses, les cellules anormales, ont une serrure bien, bien précise. On a développé une clé qui va aller vraiment s'attaquer aux cellules. C'est vraiment fait pour ça. Ça va aller cibler la protéine anormale qu'on appelle BCR-ABL. Ça va la bloquer. Ça va causer la mort de la cellule cancéreuse. Et vu que c'est ciblé, bien, ça va avoir des dommages très, très limités sur les autres cellules. C'est ça l'avantage d'un traitement ciblé. On va s'attaquer uniquement, presque uniquement, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait, mais à la cellule anormale. Donc, ça ne permet pas, ben encore là, on pourrait en débattre, là, mais ça ne permet pas la guérison de la leucémie myéloïde chronique parce que souvent, on va être capable de détecter la maladie quand même à des niveaux très, très, très faibles, mais c'est quand même très efficace. Et on se rend compte de plus en plus que ben, c'est des traitements que souvent les gens vont prendre à long terme ou à vie, mais que chez certaines personnes, on peut les arrêter. Et ça a vraiment changé complètement l'évolution de la maladie parce qu'avant les années 2000, avant que ces traitements-là qu'on appelle les inhibiteurs de la tyrosine kinase, les traitements ciblés soient inventés, c'est une maladie qui était potentiellement mortelle, pour laquelle il fallait faire des greffes de cellules souches. Donc, ça a vraiment révolutionné l'avènement de ces traitements-là, le traitement de la leucémie myéloïde chronique. Puis, c'est ce que j'ai mis en ces petits ici, là, mais ça avait fait le Time Magazine en 2001 quand l'imatinib, le premier médicament de cette famille-là, est sorti. Ça a complètement révolutionné le traitement de la maladie. On est rendu avec une maladie avec laquelle les gens vivent, mais c'est une maladie chronique. On va avoir une espérance de vie quasi normale avec ça. Donc, l'imatinib est le premier médicament qui a été développé en 2001. On a maintenant donc plus que 20 ans d'expérience. C'est un médicament qu'on sait qui est sécuritaire parce que ça fait 20 ans qu'on l'utilise. C'est encore utilisé, c'est encore souvent un premier choix de traitement. Ce n'est pas un médicament parfait dans le sens qu'il y a des effets secondaires. Un des effets secondaires caractéristiques de l'imatinib, c'est enflure des paupières, des fois des jambes, mais il y en a d'autres. Puis comme tout médicament, il peut y avoir des interactions. Entre autres, il y a une des choses qu'il faut faire attention avec l'imatinib, c'est le Tylenol. Ce n'est pas contre-indiqué, mais il faut en prendre le moins possible parce que bon, ça peut causer certaines interactions au niveau du foie.
Et bon, de cette famille de thérapies ciblées-là, qu'on appelle les inhibiteurs de tyrosine kinase, nous autres, on va souvent parler d'ITK, ben là, il y en a d'autres qui ont été développés après l'imatinib. Il y a ce qu'on appelle la deuxième génération. Principalement, il y en a trois, le nilotinib, le dasatinib, le bosutinib. C'est des médicaments qui vont entraîner, contrairement à l'imatinib, ils vont être très efficaces aussi, mais ils vont entraîner une réponse encore plus rapide puis encore plus profonde. Les gens vont avoir une maladie qui va être encore plus difficile à détecter avec nos tests spécialisés. Mais ils ont des profils d'effets secondaires un peu différents. Il y a des données qui nous disent que ça augmente à long terme, ces médicaments-là augmentent le risque cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire que ça cause littéralement des infarctus, des arrêts cardiaques ou tout ça, mais surtout les gens qui vont avoir d'autres facteurs de risque. Quelqu'un qui a une hypertension, qui est diabétique, ça peut augmenter à long terme le risque d'événements comme les AVC, les infarctus ou les caillots. Et là, dans ces différents types de médicaments-là, ils ont tous des effets secondaires différents. Le nilotinib, qui est possiblement le plus utilisé au Québec, peut causer entre autres des éruptions cutanées, puis j'ai parlé déjà de l'augmentation du risque cardiovasculaire. Le dasatinib, lui, a des effets au niveau pulmonaire, peut causer l'accumulation de liquide dans l'enveloppe du poumon. C'est pas si fréquent, mais c'est vraiment caractéristique de ça. Puis le bosutinib, lui, a le potentiel de causer des diarrhées. Donc, ils ont tous des effets secondaires un peu différents. Et bon, comme tout médicament, il faut faire attention à certaines interactions, non seulement avec des médicaments, des produits naturels, certains aliments comme les pamplemousses, entre autres, mais c'est des médicaments avec lesquels on peut jouer sur les doses. On s'est rendu compte avec les années que les gens qui tolèrent moins bien, on est capable de diminuer les doses puis de conserver une bonne efficacité. Ces médicaments-là, ça, comme je l'ai mentionné, c'est merveilleux, ça a révolutionné le traitement de cette maladie-là, mais c'est pas parfait. Il existe ce qu'on appelle la résistance au traitement. On pourrait faire le parallèle avec les bactéries qui, à long terme, deviennent résistantes aux antibiotiques. Ben, c'est moins fréquent, mais ça va arriver que la maladie ou les cellules anormales vont devenir résistantes à ces traitements-là. Donc, quand on parle de résistance, c'est que les médicaments ne sont plus efficaces. Le médicament qui était utilisé ne fonctionne plus ou après un certain temps ne fonctionne plus. Puis on pense que c'est dû dans les gènes des cellules anormales. Il y a d'autres mutations, d'autres anomalies qui apparaissent qui font en sorte que là, le médicament soit ne peut plus se fixer ou n'arrive plus à faire son action. Et les cellules continuent à se diviser. Des fois, on est capable de contrer ça en augmentant la dose du médicament, mais souvent, il faut changer de traitement. L'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'avec les développements qu'il y a eu à travers les années, ben, on a plusieurs de ces traitements-là. Donc, on a d'autres armes. Et là, il y a une troisième génération. Donc, il y a le ponatinib, qui est un autre traitement ciblé, un inhibiteur de tyrosine kinase, mais de troisième génération, qui est très puissant, qui va conserver une bonne efficacité, même chez des gens qui sont malchanceux et qui ont développé des mutations, des anomalies qui font que leur maladie résiste aux autres traitements. Par contre, c'est un médicament d'utilisation contrôlée. Ce n'est pas n'importe qui peut prescrire ça. Faut faire des demandes d'autorisation parce que c'est un médicament qui a le potentiel de causer des effets secondaires importants, entre autres au niveau cardiaque, des caillots. Mais c'est quand même un médicament très efficace et quand il est bien utilisé avec les bonnes doses, il peut faire vraiment la différence. Et plus récemment, on a une autre alternative qui est l'asciminib. C'est un médicament qui est aussi une forme de thérapie ciblée, mais c'est une famille complètement différente des autres. Le mécanisme d'action est vraiment différent et ça a le potentiel d'être efficace aussi quand la maladie est devenue résistante à d'autres traitements. Puis c'est surtout un médicament qui est très, très bien toléré. J'ai mis cette diapo-là parce que la ciminib, c'est un médicament qui est apparu dans les dernières années. Bon, au niveau du développement préclinique, ça fait déjà longtemps que c'est là, mais c'est tout récent, là, en 2024, que ça a été étudié même en première ligne, donc comme premier traitement chez des patients qui ont un nouveau diagnostic de leucémie myéloïde chronique. Donc, on a comparé dans une étude qui vient d'être publiée le traitement standard, soit les autres médicaments dont j'ai parlé, l'imatinib ou les autres, versus un groupe de patients qui prenaient ces médicaments-là. Et ça semble, c'est sûr que c'est encore préliminaire parce qu'on n'a pas énormément de recul, mais encore mieux. Donc, les gens répondent encore de façon encore plus rapide, une réponse encore plus profonde. Puis, le mécanisme d'action est complètement différent, c'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran, c'est un dessin de la protéine anormale qui est active, là, si vous voulez, là, le BCR-ABL. Le médicament vient se fixer à un endroit qui rend la protéine complètement inactive.
Puis c'est un endroit de la protéine complètement différent que tous les autres médicaments qui étaient utilisés jusqu'à maintenant. Et là, je vais parler un peu des effets secondaires. Donc, puis là, vous voyez, l'asciminib, le dernier médicament dont je viens de parler, ben, est tellement récent là, qu'il ne fait pas partie des tableaux. Mais en termes d'effets secondaires, il y en a quelques-uns là-dedans, mais je dirais que c'est probablement celui qui en a le moins. C'est vraiment un médicament qui est remarquablement bien toléré. Mais il y a des effets qui sont quand même communs. Donc, il y a les nausées, nausées, vomissements. Contrairement à quelqu'un qui est sous chimiothérapie, c'est beaucoup moins pire, mais il ne faut pas le sous-estimer. Parce que même si c'est un peu de nausée ou un peu mal au cœur après avoir pris le médicament, quand c'est un médicament qu'on prend pendant des années, c'est pas négligeable comme effet secondaire non plus. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on connaît assez bien nos médicaments. On sait qu'il y en a qui font plus de nausées que d'autres, comme l'imatinib ou le bosutinib. Puis il y a des façons très simples d'aider. C'est sûr qu'il y a des antinauséeux, des médicaments qui peuvent se donner, mais des fois, c'est juste de changer le moment où le médicament est pris, de manger des plus petits repas plus souvent. Les diarrhées, c'est un effet secondaire fréquent, puis celui qui en donne le plus, c'est le bosutinib, mais ils ont tous ce potentiel-là. Et encore là, il y a des choses simples qui peuvent être faites, comme changer la diète. Une diète souvent qui est recommandée pour les gens qui ont des diarrhées dues aux médicaments, c'est des diètes riches en certains aliments comme les bananes, le riz, les pommes, les rôtis, d'être bien hydraté. Puis l'imodium est quand même aussi une solution. Dans les effets qu'on voit souvent, puis je dirais que celui qui est le plus difficile à chiffrer, puis probablement sous-estimé parce que la fatigue, on n'a pas le choix de le ressentir, mais c'est dur à transmettre, mais c'est bien connu. Ça peut fatiguer à différents niveaux. Il y a des choses à faire pour ça, puis je dirais que la fatigue, là où ça se gère le mieux, oui, on peut changer de médicament, mais c'est beaucoup dans la routine de sommeil, l'exercice, la modification des habitudes de vie. Dans un autre effet secondaire qu'on voit assez régulièrement, c'est les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. L'imatinib, donc le médicament de première génération, faisait beaucoup ça, mais les autres ont le potentiel de le faire aussi. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. Il y a des gens qui, malheureusement, ont besoin de prendre des médicaments, comme le Tylenol, bon, sous réserve qu'il faut faire attention avec l'imatinib ou les anti-inflammatoires. Des fois, il y a dans les produits naturels, des suppléments de calcium, de magnésium. Encore là, bon, il faut faire attention selon les prises de sang, mais ça peut aider pour certains de ces symptômes-là. Ce qu'on appelle les rash, les éruptions cutanées, des rougeurs ça peut entraîner des démangeaisons à l'occasion aussi. C'est la plupart du temps léger, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au début du traitement, mais qui, avec le temps, finit par s'améliorer. Puis c'est quelque chose aussi que c'est facile de prévenir habituellement avec des crèmes hydratantes, une protection solaire aussi. Mais c'est quand même quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Mais quand on persiste et qu'on continue à prendre le médicament avec le temps, ça monte, ça diminue. La rétention d'eau, j'en ai déjà parlé un peu. À l'imatinib, le premier médicament qui a été développé, c'est un de ses effets caractéristiques. Des fois, on va voir de l'enflure au niveau des paupières. Ça peut être des fois vraiment visible et incommodant. Ou des jambes. Ils peuvent tous faire ça jusqu'à un certain point, mais c'est vraiment lui et le dasatinib qui sont le pire. Puis encore là, il y a des choses simples qui peuvent être faites, comme de dormir avec la tête surélevée, essayer de manger moins salé. Euh, Parfois, on va être obligé d'utiliser des médicaments pour faire perdre de l'eau. Euh, Puis il y a ce qu'on appelle un épanchement pleural, de l'eau sur les poumons. En fait, c'est de l'eau dans l'enveloppe du poumon. Ça, c'est vraiment un effet caractéristique du dasatinib. Ça, ce que ça va faire, là, les gens vont tout d'un coup se sentir plus essoufflés, avoir un point douloureux à la respiration dans la poitrine. Donc, souvent, les gens vont consulter quand ça arrive. C'est pas fréquent, mais c'est quand même un effet caractéristique. Puis il y a des effets qu'on peut ne pas sentir, mais où c'est là, nous, comme médecins, quand on fait le suivi, où c'est important d'avoir un suivi rigoureux. La pression, ça ne se sent pas, mais c'est des médicaments qui ont tous le potentiel d'augmenter la pression artérielle. Puis le problème, c'est que justement, on ne le sent pas, mais quelqu'un qui a une pression élevée pendant des années, ça a des conséquences importantes. Là. Ça augmente le risque d'infarctus, d'ACV et tout ça. Donc, il faut en tenir compte. Puis, bon, on pourrait passer beaucoup de temps là, sur les effets secondaires. Je ne peux pas parler de tout. Il y en a au niveau cardiaque, entre autres. Ce n'est pas fréquent, heureusement, mais il y a des cas d'insuffisance cardiaque, donc le cœur qui se met à pomper moins bien, des cas d'arythmie et tout ça. Heureusement, c'est des effets qui sont connus, qui sont dépistés et faciles à prévenir. Puis il y a des effets qui sont plus classiques ou dus à la maladie elle-même, parce que c'est sûr que même si c'est des traitements qui sont ciblés, souvent, surtout au début des traitements, les autres cellules, donc ce qu'on veut, c'est diminuer les globules blancs, mais les autres cellules qu'on a dans le sang, comme les globules rouges ou les plaquettes, peuvent baisser aussi initialement. Mais je dis initialement parce que la plupart du temps, après les premières semaines de traitement, ce n'est plus un problème. Euh,
Puis bon, dans les autres traitements dont je vais parler, comme j'ai dit tantôt, très brièvement de la greffe de cellules souches allogéniques. Donc, la greffe de cellules souches, en fait, ce que c'est une forme d'immunothérapie également. Donc là, on va prendre les cellules souches d'une autre personne, donc le système immunitaire d'une autre personne, qui va être transmis au receveur. Donc, concrètement, ça, c'est réservé maintenant à cause de l'efficacité des traitements dont je viens de parler à des cas très, très exceptionnels, des gens pour qui tous les médicaments ont échoué ou une maladie qui est résistante ou une maladie qui est en phase blastique, les gens qui ont une maladie plus agressive. Donc, on va donner des traitements pour éradiquer, soit de chimio, de radiothérapie, pour éradiquer toutes les cellules anormales et toutes les cellules et les globules blancs, les cellules immunitaires. Et là, la personne va recevoir finalement les cellules immunitaires d'un donneur qui, lui, va combattre la maladie. Parce que dans le fond, le donneur, c'est un donneur sain. Donc, on veut que son système immunitaire combatte la maladie. C'est ça le principe de la greffe de cellules souches, mais c'est vraiment pas banal. C'est quelque chose qui demande une longue hospitalisation, un long suivi, des risques de complications sérieuses, des risques de décès qui sont importants. Autant avant les années 2000, c'est la seule façon de guérir la maladie, autant maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment un dernier recours. Donc, puis il y a toutes sortes de facteurs qui vont être utilisés par les gens qui font de l'allogreffe de cellules souches parce que ça se fait uniquement en centre spécialisé, donc à Québec et Montréal. Ça dépend de l'âge, de la santé en général aussi, parce que justement, le risque de complications est tellement important que c'est vraiment pour des candidats très, très, très sélectionnés, très, très triés. Puis la chimiothérapie, j'en parlerai pas vraiment, honnêtement, parce que c'est pour la leucémie myéloïde chronique, on n'utilise pas la chimiothérapie, sauf pour les gens chez qui la maladie est devenue agressive ou une leucémie aiguë, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, les traitements qu'on utilise pour la leucémie myéloïde chronique, principalement, c'est les inhibiteurs de tyrosine kinase ou la thérapie ciblée. Dernièrement, ce qui est beaucoup à la mode, entre guillemets, mais je dis dernièrement, mais ça fait maintenant beaucoup de temps, c'est l'arrêt des traitements. Donc, c'est des traitements, c'est des pilules que les gens prennent pendant des années. Puis, on s'est rendu compte qu'il y a un certain pourcentage de gens qui, quand la maladie atteint des niveaux très, très, très bas, donc quasi indétectables dans le sang pendant plusieurs années, on peut arrêter de prendre le médicament. Puis, à peu près la moitié des gens qui vont arrêter le médicament vont rester en rémission à long terme. Donc, on commence à avoir beaucoup d'années de recul maintenant, puis on sait que c'est sécuritaire de faire ça, mais c'est du cas par cas. Ce n'est pas encore quelque chose qu'on incite les patients à faire spontanément, certainement pas. Il faut être clairement conscient des risques et des bénéfices. Heureusement, maintenant, on sait que si c'est encadré, les risques sont négligeables. Un des avantages ou une des opportunités qu'on a au Québec, c'est qu'on a une étude clinique d'initiative québécoise d'arrêt de médicaments qui implique le nouveau médicament dont j'ai parlé tantôt, l'aciminib, qui s'adresse à des gens qui sont déjà sous traitement avec un autre médicament là, pour la LMC depuis des années et qui ont une maladie qui répond très bien au traitement. Donc, le fait de le faire dans le cadre d'une étude clinique, c'est que c'est très, très, très suivi. Donc, il y a l'avantage d'être un peu materné, entre guillemets, puis ça nous permet, nous, d'évaluer ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'on aurait des chances d'améliorer le taux de succès. Parce que jusqu'à maintenant, on sait que c'est à peu près la moitié des gens qui l'arrêtent qui vont rester en rémission. Mais quand on fait ça, comme je disais, il faut que ce soit très, très encadré. C'est des prises de sang chaque mois initialement parce qu'on va être capable de détecter si la maladie revient très, très rapidement. Heureusement, chez la moitié des gens chez qui ça ne fonctionne pas, ça revient, mais on reprend les traitements puis ça marche. Puis quand on l'arrête, il y a une espèce de syndrome de sevrage. Donc, c'est comme si, entre autres, les douleurs musculaires, principalement articulaires, peuvent être accentuées dans les premiers mois de l'arrêt du médicament. Donc, ça, c'est juste pour illustrer un exemple de critères qu'on va utiliser. Là. Il faut faire ça avec vraiment pour des candidats sélectionnés, des gens motivés qui ont été traités depuis au moins 3 ans, puis je dirais même de préférence plus que ça, qui ont eu une maladie qui est quasi indétectable, donc une réponse très, très, très profonde pendant au moins 2 ans, qui n'ont jamais eu d'autres médicaments, qui sont toujours restés sous le même médicament. Et comme je disais, ça implique un suivi et 6 premiers mois tous les mois. Donc, ça vient avec et ça prend un suivi plus étroit. Il faut être motivé à le faire. Il faut comprendre aussi que ça se peut que ça ne fonctionne pas. Mais quand même, c'est devenu dans les choses, ça fait partie des choses qu'on discute maintenant au diagnostic parce que ça a beau être quasi miraculeux de prendre ces médicaments-là, ça reste des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires. Puis surtout chez des patients jeunes qui vont prendre ces médicaments-là toute leur vie, ben, si on a l'opportunité à un moment donné d'arrêter les traitements, c'est clair qu'on le considère. Puis c'est pour ça qu'on essaie d'utiliser des médicaments qui sont de plus en plus efficaces rapidement.
Bon, évidemment, on ne peut pas parler d'une maladie, même de la leucémie myéloïde chronique, sans parler d'un mode de vie sain. J'en ai parlé tantôt dans la gestion des effets secondaires. Le gros sujet en leucémie myéloïde chronique, puis c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps là-dessus, c'est la gestion des effets secondaires des médicaments. Mais ça passe beaucoup par le mode de vie parce que plus on a un mode de vie actif, sain, donc on fait de l'activité physique, arrêter de fumer, limiter sa consommation d'alcool, avoir une alimentation pardon, équilibrée, les vaccins, évidemment, pour limiter les infections, c'est toutes des choses qui vont permettre de mieux tolérer les médicaments et de mieux évoluer. Donc, bien évidemment, pour les gens qui sont atteints de leucémie myéloïde chronique, la clé, c'est de connaître sa maladie. Je pense que ceux qui assistent à la présentation aujourd'hui, vous démontrez bien votre intérêt, puis c'est important. Poser des questions. J'ai parlé un peu des tests. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. C'est difficile d'en parler quand moi, je suis habitué de dealer avec ça au quotidien de façon simple, mais demandez vos résultats d'examen. Ça vaut la peine de faire le suivi. Vous pouvez vous inscrire pour ceux qui ne le savent pas, Carnet Santé Québec, pour avoir accès à vos résultats de laboratoire. Puis évidemment, bien, vous pouvez aussi passer par soit votre hématologue, les pharmaciens, les infirmières pilotes. On termine bientôt. Je voulais juste glisser un mot sur le groupe québécois de la leucémie myéloïde chronique. En fait, c'est un groupe qui s'intéresse aussi aux autres maladies là, dans cette famille-là, des néoplasies myéloprolifératives. Mais il y a un groupe québécooi qui existe de recherche en LMC. Dont je fais partie. C'est un groupe qui a été formé en 2011. Donc, c'est une association supra-universitaire. Le conseil d'administration est composé de 9 hématologues, donc vous voyez les noms, mais il y a aussi un hématologue dans chaque hôpital du Québec qui participe au registre. Il y a beaucoup d'hôpitaux au Québec qui participent à ça. Et le but de ça, c'est de favoriser la recherche clinique. On veut qu'il y ait un endroit central où les gens qui sont atteints de leucémie myéloïde chronique puissent être pris en compte. Donc, c'est un registre. Donc, un registre, c'est-à-dire que ben, pour faire ça, il faut avoir le consentement. Donc, il faut avoir le consentement du patient qui accepte de faire partie du registre, mais ça n'implique rien à part des questionnaires sur les symptômes, sur comment ça évolue. On n'essaie pas des traitements et c'est fait de façon anonyme, mais l'objectif, c'est d'accumuler des données à travers les années, comment les gens réagissent au traitement, à quel type de traitement. Puis ça nous permet de faire des études, de développer des nouvelles tendances. Et le groupe va aussi développer des algorithmes de traitement. Par exemple, là, je vous ai donné un aperçu tantôt qu'on veut qu'après tant de mois, on soit en bas de tant de pourcents et tout ça. Il y a des guides de pratique qui existent là-dessus. Et le groupe, en fait, pour le Québec, sont très, très, très appliqués à notre réalité. Puis c'est un groupe qui fait aussi l'éducation médicale continue pour ses membres, pour les médecins, mais qui s'assure aussi que toutes les nouveautés ou les résultats d'essais cliniques soient transmis à la communauté médicale au Québec pour que ce soit appliqué aux patients ensuite. Donc, il y a vraiment euh, oui, il y a le groupe québécois qui est une association, mais on ne fait pas juste discuter entre nous. Le but, c'est que ça se transmette concrètement dans le soin aux patients. Puis ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Vous voyez tous les différents hôpitaux qui participent à ça avec le nombre de patients recrutés dans la dernière année. Mais comme je disais, c'est un registre qui a été mis en place. Le groupe a été créé en 2011, donc ça fait maintenant plusieurs années, ce qui fait que quand on regarde la leucémie myéloïde chronique, ce qui est en violet plus foncé, on a là, maintenant 1225 participants. C'est énorme pour une maladie qui est vraiment pas fréquente au Québec. Ça veut dire qu'il y a une très, très grande proportion des gens qui sont atteints de ça, qui font partie du registre. Et ça nous permet maintenant de faire des études qui sont reconnues ou publiées dans des congrès internationaux ou des revues médicales sur des façons de traiter les gens. Entre autres, on en a fait sur quand les médicaments comme l'imatinib ont été développés, ben, quand les années passent, les médicaments deviennent génériques. Il y a eu à un moment donné un questionnement sur les gens se faisaient changer par leur pharmacien du Glivec, qui est le médicament d'origine à un générique. Est-ce que c'est mieux toléré? Est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires? Ça nous permet d'étudier ce genre de choses-là. Puis on voit qu'à travers les années, le nombre de publications qui sont sorties de ces activités-là fait juste augmenter. Donc, c'est vraiment, je voulais juste montrer qu'il y a quelque chose qui se fait au Québec sur cette maladie-là. Puis, si ceux qui ont un diagnostic et qui sont suivis ou qui ne connaissaient pas ça, je vous incite à en parler à votre hématologue parce que ça nous permet concrètement d'améliorer les soins.
Donc, ça clôt ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup d'informations, mais j'espère que c'était quand même clair. Mais C'était maintenant, vraiment très, très clair. Merci beaucoup, beaucoup pour la présentation. D'ailleurs, vous avez répondu à énormément de questions qu'on a reçues pendant la présentation. Donc, ça a été très pertinent, tant mieux. très clair. Mais il y a quand même quelques questions déjà. Donc, comme on l'a dit plus tôt, c'est maintenant l'heure de notre période de questions. Tel que mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran. Nous les lirons à voix haute, puisque vous participez en grand nombre et que le temps est limité. Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que Dr. Etier ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne ou des questions ne portant pas sur le sujet de la présentation. Donc, je vais y aller, j'en ai déjà. Donc, on a eu beaucoup de questions en lien avec la rémission sans traitement. Donc, j'ai quelques questions. Est-ce que le pourcentage de rechute après arrêt de traitement TFR est le même pour la Ciminib que pour les autres ITKS? Très bonne question à laquelle, malheureusement, on n'a pas la réponse parce que la Ciminib n'est pas utilisée depuis assez longtemps pour ça en première ligne comme premier traitement. Parce qu'en fait, pour ce qu'on appelle la rémission sans traitement ou arrêter les traitements, ben ça, avec quoi on a le plus d'expérience, c'est toutes les autres molécules qu'on avait jusqu'à maintenant. Puis la Ciminib, c'est tout nouveau que ça. En fait, c'est pas encore même approuvé au Canada comme ça l'est pour les gens qui ont utilisé d'autres OK. traitements avant, mais comme premier traitement, ça vient d'être approuvé aux États-Unis, puis pas encore au Canada. Puis comme quand on essaie d'arrêter les traitements, on essaie préférentiellement chez des gens qui ont juste eu une molécule, ben, un seul traitement. On n'a pas encore la réponse. Ça va probablement prendre plusieurs années, mais c'est une question que nous, on se Dans pose une aussi. future présentation. Oui, effectivement. OK, ben merci. Aussi, le ruxolitinib combiné au Glivec peut-il améliorer les chances d'une deuxième tentative de TFR? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse, malheureusement. Il y a des... Le ruxolitinib n'est pas un médicament qu'on utilise pour le traitement de la LMC comme tel, mais Ah, OK. il y a différents médicaments. C'est quand même une bonne question parce qu'il y a différents médicaments qu'on a essayé de combiner. Entre autres, j'ai parlé très brièvement de l'interféron qui était utilisé beaucoup avant les années 2000. On a essayé de combiner ça aux médicaments en pilule pour voir si on était capable en jouant un peu différemment sur le système immunitaire, de rendre la maladie encore plus indétectable. Ça ne donne pas des résultats très concluants, malheureusement, OK. jusqu'à maintenant. OK, parfait. Une autre question peut-être un petit peu plus pratique, en fait, c'est quelqu'un qui, je crois, bon, il dit être dans la trentaine, puis après combien de mois un retour au travail est-il réaliste sous dasatinib? Donc, est-ce que C'est vous tellement avez... une bonne question à laquelle j'ai pas, parce qu'on se la fait poser souvent, puis pour être OK. beaucoup impliqué dans le suivi de la leucémie myéloïde chronique, c'est hyper variable. Parce que, je veux dire, il y a des gens qui vont avoir un diagnostic de LMC, mais qui n'ont pratiquement aucun symptôme, qui travaillent encore, puis que finalement, ben, vont pratiquement pas arrêter de travailler ou juste, ben, souvent, oui, pour les premières semaines, parce qu'avec tout ce que le diagnostic implique, mais je veux dire, qui n'ont presque pas d'impact. Puis à l'inverse, il y a des gens qui avaient des symptômes tellement importants, puis avant que le diagnostic soit fait, ça fait déjà des mois qu'ils sont pas en mesure de travailler. Sauf que là, de débuter un médicament qui a quand même un potentiel d'effet secondaire puis qui peut fatiguer lui aussi, ben des fois, ça peut prendre des mois, mais je n'ai pas de réponse simple parce que c'est Non, c'est individuel. du cas par cas. Ça Oui. peut aller de quelques semaines à pratiquement rien à Donc, des mois. il y a des gens qui peuvent entrevoir un retour au travail rapide si les Oui, tout à fait. si les Tout à tolérés. fait. OK. Ouais. Je comprends. Aussi, donc, une bonne réponse à l'imatinib depuis 10 ans, est-ce que est-ce que sa réponse peut changer comme ça du jour au lendemain ou elle peut penser être là-dessus sur longtemps, là, pour long terme? C'est très, très peu probable que ça change. Il y a toujours des cas ça arrive là, de façon exceptionnelle, mais c'est honnêtement, les données sont hyper rassurantes, surtout maintenant qu'on a des tests aussi précis que ça. On sait que si la maladie est indétectable, c'est quasi nul les chances qu'il arrive quelque chose à long terme, là. Quelqu'un qui a une bonne réponse depuis 10 ans, là, ça serait très, 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 très peu probable. OK. Aussi, vous en avez parlé un petit peu, je pense, au niveau de la rémission, ben, du fait qu'on peut continuer un médicament, mais une personne qui dit pourquoi continuer le Tasigna même si on est en rémission? Mon PCR a toujours montré un taux en dessous de 0,1%. Mais donc, ça peut, même si. Ben, Ouais. non, mais c'est une bonne question parce que, ben, comme je disais, pour considérer l'arrêté, un gros bémol là-dessus parce que c'est vraiment, je pense qu'il faut en parler, puis c'est du cas par cas, puis on sait que
il y a différentes choses qui permettent de prédire le succès. Puis plus ça fait longtemps qu'on le prend, puis plus on maintient une réponse indétectable pendant plusieurs années, plus ça a des chances de marcher. Fait que c'est pas dès qu'il y a une réponse indétectable, on veut l'arrêter parce qu'on sait que plus on attend, mieux ça risque de marcher. Mhm. Mais l'autre question aussi, il y a beaucoup une question individuelle là-dedans. On l'a vu avec, entre autres, les études cliniques, d'essayer d'arrêter les traitements. C'est pas tout le monde qui est confortable avec ça non plus. Beaucoup de gens qui ont un médicament depuis des années, qui le tolèrent bien, euh, ça crée quand même une L'arrêter, c'est de incertitude, l'inconnu. là. Tu sais, c'est ça. Fait que, mais effectivement, c'est que si une personne en est à se demander, ça fait des années que je le prends, pourquoi je le prends? Ben là, je pense que ça vaut la peine de parler à l'hématologue traitant, voir est-ce qu'on peut tenter une rémission sans traitement. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont pas prêts à ça en sachant que vu que c'est 50-50, pourquoi prendre de la chance? Oui, OK, je comprends. Puis aussi, une autre question, est-ce que les médicaments, c'est une bonne question, je pense qu'on reçoit aussi, nous, parfois, est-ce que les médicaments génériques sont aussi efficaces? En termes d'efficacité, oui. On a vu aucun signal d'efficacité qui était différent. J'ai parlé tantôt d'études qui avaient été faites, entre autres, par le groupe québécois et on a vu certaines différences dans la tolérance ou certains effets secondaires qui, par exemple, arrivaient chez quelqu'un qui avait le médicament original depuis longtemps puis qui revient sur un générique. Puis ça peut être une raison des fois que nous, on demande vraiment de ne pas substituer. L'efficacité, par contre, on n'a vu aucune différence. C'est sûr que les fabricants de médicaments génériques ne sont pas soumis aux mêmes normes en termes d'approbation que les gens qui ont développé le médicament à l'origine, sauf qu'il y a quand même il y a quand même, il y a quand même un minimum là, à obtenir. C'est la même molécule. Donc oui, c'est rassurant. On n'a aucune différence en termes d'efficacité. Les différences qui ont été constatées sont minimes et sont beaucoup plus par rapport à la tolérance qu'à l'efficacité. OK, parfait. Bon, j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu as signé un effet négatif si on veut tomber enceinte? Ah, c'est une bonne question oui et non. C'est-à-dire que parmi les médicaments qui sont les inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est peut-être celui que, selon certains experts, qui a le moins de risques parce qu'il y a quand même des données qui montrent que des gens qui ont eu des grossesses à terme sans problème avec le nilotinib. Mais on n'aime jamais ça. C'est sûr que est-ce qu'on peut prétendre qu'il n'y a aucun effet? Probablement pas. Puis c'est pour ça que souvent, quand il y a une grossesse qui est planifiée, bon, ça dépend à quel moment. Des fois, elle n'est pas planifiée ou ça arrive pendant, mais on essaie le plus possible de ne pas donner de traitement parce que surtout maintenant qu'on a des médicaments qui sont efficaces, on sait qu'on peut se permettre de ne pas avoir de traitement pendant un certain temps et que OK. ça évolue bien quand même. Mais c'est vrai que le nilotinib est peut-être celui dans les différents inhibiteurs de tyrosine kinase qui a le moins de risques. OK. Bon, ben, parfait. Mais merci beaucoup pour cette générosité-là de répondre. On a eu des bonnes questions. Donc, merci d'avoir pris le temps d'y répondre. Donc, on va aller à la prochaine diapo. Avant de terminer aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler notre prochaine et dernière conférence de cette semaine. Comment participer activement aux décisions concernant vos soins dans l'expérience du cancer du sang. Aujourd'hui, vendredi, donc 22 novembre à 14 heures, donc dans quelques heures. Prochaine diapo. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie, Astellas, AstraZeneca, Jazz Pharmaceuticals, Johnson Johnson et Novartis. Prochaine diapo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources et ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou en composant le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Merci de prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Merci à tous.